La face méridionale de la crête décrit un long mouvement rectiligne, interrompu au centre à hauteur de Matala, une encoche monumentale pratiquée dans le grès tendre. Lové dans une courbe parfaite, la plage de Matala a connu son heure de gloire à la fin des années 1960, à l'époque où les hippies en avaient fait une étape importante sur la route de Katmandou. Pour se loger, les jeunes gens se réfugiaient dans des excavations de la falaise, des anciens tombeaux romains creusés au 1er siècle après Jésus-Christ. Si l'on en croit la légende, Zeus aurait débarqué ici avec la princesse Europe après l'avoir enlevée et entraînée dans la mer. Les descendants de Zeus ont fait halte ici, à Phaistos, sur la route de l'éternité. C'est du moins ce que déclara l'écrivain américain Henry Miller en visite sur le site de ce palais minoen dont les origines remontent à 2000 avant Jésus-Christ. En 1939, l'auteur érotique de Sexus fut peut-être sensible au mystère, à l'opulence et aux proportions de cet édifice gouverné, selon la mythologie, par un des fils de Zeus et d'Europe. Au plus profond du golfe de Messara, détouré par la mer de Libye, la localité d'Agia Galini s'est longtemps contentée de son petit port de pêche. Aujourd'hui, Agia Galini est devenue une authentique station balnéaire répondant à toutes les attentes des nombreux visiteurs. Le patrimoine rural et culturel, le travail artisanal et les richesses de la mer offrent des perspectives aussi vastes que celles de la Méditerranée, ouvertes ici sans obstacle jusqu'en Afrique. Vers l'ouest, la côte se dépouille encore un peu plus de sa couverture végétale. Presque à l'aplomb de la mer, le monastère de Prévéli occupe un site grandiose. Les origines de la plus ancienne partie, aujourd'hui abandonnée, remonteraient à l'époque vénitienne. Au début du XVIIIe siècle, 80 moines vivaient ici. Depuis, un nouveau bâtiment a été élevé pour le service de Dieu et à la verticale d'un petit cours d'eau pompeusement baptisé Mégapotamos, littéralement grand fleuve. Plus à l'ouest, au creux d'une baie harmonieuse, le petit village de Plakias est devenu en quelques années un lieu de séjour réputé sur tout le littoral sud. Et les oies locales accueillent à leur manière les nouveaux visiteurs. Non loin de là, au niveau de la mer, la forteresse de Franco Castello complète le dispositif défensif établi par les Vénitiens sur le principe d'un rigoureux quadrilatère. Toujours plus à l'ouest, Horace Fakion s'agrippe à la roche au-dessus d'une plage confidentielle. La côte réserve ici et là quelques plages bien isolées dans le dénuement le plus total. Sur le dernier quart du littoral sud, les falaises viennent heurter le regard de front. En plusieurs endroits,
des failles profondes s'insinuent au cœur de la roche friable et y creusent de véritables canyons longs de plusieurs kilomètres. Le plus impressionnant de ces phénomènes, les gorges de Samaria, qui descendent vers la mer au terme d'un parcours de 16 kilomètres. Pour rafraîchir les marcheurs, le souffle d'Apollon se fait, paraît-il, sentir à certains endroits. Le dieu de la beauté y serait passé, accompagné d'une jolie nymphe. Question beauté, la nature s'est ici surpassée. À l'arrière-plan, les Lefkaori, les montagnes blanches, culminent à près de 2500 mètres. En s'opposant fermement à la route des nuages, les montagnes blanches garantissent la verdure qui recouvre le plateau d'Omalos. À 1000 mètres d'altitude s'étalent de vastes pâturages où errent les troupeaux pendant la belle saison. La tonte des moutons s'effectue en 2 temps. Maintenant, nous sommes allés à la montagne pour tondre les moutons. Au mois de mars et avril, nous avons déjà fait une partie de la tonte. La suite, nous la faisons maintenant. On les tond en 2 fois pour leur laisser une protection contre le froid. Avec la chèvre, le mouton est une des 2 composantes de l'élevage crétois, en l'absence totale de bovidés. À l'ouest des gorges de Samaria, la côte retrouve un profil moins tourmenté. Les formes littorales s'adoucissent et invitent au relâchement. Sur la plage de Sougia, on vit en harmonie avec la nature. Dans le plus simple appareil, il semble plus facile de refaire l'ordre des choses. Comme une œuvre d'art brute, les galets se prêtent au dessin de formes élémentaires. Non loin de là, apparaissent dans le maquis de Lissos les ruines du temple dédié au dieu Asclépios, considéré comme le père de la médecine parce qu'il possédait le secret des herbes médicinales. Une minuscule chapelle éclaire les murs de ces icônes. Dans la lumière contrastée, quelques vestiges d'un temple romain complètent le site qui dominait un port de mer antique. La côte sud de l'île touche presque à sa limite occidentale. Alors, émerge sur un promontoire rocheux le village de Paléo-Ora, pelotonné au creux d'une longue et vaste plage. L'île d'Ela Phoenicie marque l'extrémité ouest de la Crète en se maintenant à peine à la surface de l'eau. Selon les marées, l'île peut devenir presqu'île et la différence entre les deux est toujours très relative. À 35 mètres au-dessus du niveau de la mer, la dénivellation est beaucoup plus nette vue du monastère Chrysoskalitissa, qui de tout temps fut un havre pour les naufragés. Une cloison sépare le clergé des fidèles et supporte les icônes. En reconnaissance des grâces reçues,
Les murs s'enrichissent de nombreux ex-voto. La côte sud s'arrête ici. Il faut passer par l'intérieur pour la suite du voyage. Sur le chemin, la nature exprime son fougueux tempérament. Le soir tombe, chacun défend sa petite laine. Dans sa partie occidentale, l'île se rétrécit nettement. Pour adopter cette curieuse silhouette aplatie, sa largeur varie entre 60 et 12 km. À l'extrême nord-ouest, la presqu'île de Gramvousa mord profondément sur la mer. C'est l'un des sites naturels parmi les plus impressionnants de Crète, et pourtant, il reste encore très peu fréquenté. Construite à l'origine au bord de l'eau, l'ancienne cité de Falasarna se retrouve aujourd'hui à 400 mètres du rivage, car la côte s'est soulevée considérablement depuis la période de sa fondation, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, déjà, la ville devait sa prospérité aux produits agricoles des fertiles vallées voisines. Les temps et les hommes ont changé, mais l'agriculture est toujours aussi bien implantée, même si elle n'est pas toujours très rentable. Je suis agricultrice. Je travaille dans les serres, je vis à Falasarna. Je m'appelle Maria. Nos tomates, nous les envoyons au marché d'Athènes, mais cela ne rapporte pas grand-chose. La consommation intensive de légumes pourrait expliquer la santé légendaire des Crétois. Au nord-ouest de l'île, partout où le relief le permet, le domaine rural est sillonné de nombreuses voies de communication. Elles forment un réseau dense dont le revêtement ne cesse de s'améliorer. Ania, l'ancienne capitale crétoise, a porté différents noms. Les Minoens en firent une cité puissante, baptisée Kydonia. Grâce à des installations portuaires réputées, la ville devint florissante à partir du XIIIe siècle sous l'impulsion de la République de Venise, qui préféra dire la Canea, francisée en la Canée. Au XVIIe siècle, les Turcs choisiront de l'appeler Kania. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de débat. De son passé composite, la ville a su garder plusieurs témoins architecturaux qui forment un ensemble urbain très réussi et qui entretiennent une ambiance à nulle autre pareille. Quelle que soit la saison, les ressources vivrières de l'arrière-pays abondent sur les étals. Inspiré par celui de Marseille, le marché couvert fut construit en 1911. Les spécialités divisent l'espace en quartiers qui reflètent la variété et la qualité des productions crétoises. Parmi celles-ci, l'huile d'olive, très saine car très pauvre en acides gras saturés. Sans doute un autre secret pour garder la santé. Dans ces conditions, les recettes foisonnent. C'est une recette plaki avec du poisson galéos. Ici, c'est du porc aux oignons, recette stifado. On a aussi du ragoût avec des courgettes et de la viande. Et là, il y a des tripes préparées à la patsas. Un plat qui a beaucoup de succès. Pour certains, Ania est la plus belle ville de Crète. C'est probablement celle qui réalise la meilleure synthèse de toutes ces cultures.
Au nord-est de la ville, la péninsule d'Akrotiri abrite plusieurs monastères. Celui d'Agya Triada est consacré à la Sainte Trinité et son architecture classique se trouve dans un remarquable état de conservation. Il a été fondé au XVIIe siècle par deux aristocrates vénitiens convertis à la religion orthodoxe. Un peu plus loin, le monastère de Gouverneto surprend par la finesse de son inspiration vénitienne, modérée par certains aspects défensifs, voire rébarbatifs. Ses origines remontent au XVIe siècle. En contrebas, un sentier mène à la grotte de Catholico, où des ermites fondèrent au XIIe siècle le premier monastère de Crète. Saint Jean l'ermite y passa les dernières années de sa vie. Dans une autre grotte, une stalagmite faisait dans l'Antiquité l'objet d'un culte à la déesse Artémis, la divinité de la lune, dont le seul reflet dans l'eau pouvait être néfaste. Si l'on tourne le dos à la péninsule, direction sud, on aperçoit de temps à autre un village isolé, dont les maisons s'intègrent au milieu naturel en épousant les courbes de niveau. Chacun de ces villages est le dépositaire de traditions toujours bien vivaces. Sur la côte nord, en direction de l'est, la domination de l'agriculture n'est qu'apparente. En effet, un tiers à peine du territoire crétois est cultivé lorsque le relief le permet. À mi-chemin entre Ania et Héraclion, la ville de Réthymnon doit elle aussi son existence à un très ancien port. Une fois de plus, ce sont les Vénitiens qui vont donner à la cité son essor en l'ouvrant au commerce maritime et en dynamisant les échanges. Par mer et par terre, les assauts des Turcs mettront à mal la forteresse vénitienne. Elle tombera au milieu du XVIIe siècle, après 23 jours de siège. La ville opère la fusion des styles, les toits-terrasses méditerranéens, les hauts minarets ottomans et les balcons fermés byzantins. L'histoire urbaine donne à Réthymnon la chaleur et la saveur de son pain quotidien. À de nombreux points de vue, les Crétois ressemblent aux Grecs continentaux, à s'y méprendre. Et il faut y regarder de près pour voir des particularités. Il en existe pourtant. Dans la musique populaire, par exemple, les Crétois utilisent la lyra à 3 cordes. La main gauche effleure les cordes et ne les pince pas. La conservation d'un patrimoine authentique et le respect de traditions millénaires se fait en Crète dans le sens de l'ouverture au monde et à la modernité, mais avec lucidité. Même dans les campagnes les plus reculées, chaque village possède son cafénion, un troquet, nombril du monde. La démocratie a été inventée par un peuple qui connaît le pouvoir du dialogue. Le lac de Kournas, près de la côte nord, est un des 2 seuls lacs d'eau douce de toute la Crète. Selon la saison et la végétation, l'eau peut changer de couleur.
Au sud-est de Réthymnon, le monastère d'Arcadie impressionne par sa rigueur. Mais à l'intérieur, les élégantes décorations de l'église et de son portail le hissent au sommet de la Renaissance crétoise. L'austérité des lieux est renforcée par un épisode tragique de la résistance crétoise à l'envahisseur turc au milieu du XIXe siècle. Derrière ces murs épais, 1 millier de femmes et d'enfants se réfugièrent pour échapper aux exactions de l'armée ottomane. Plutôt que de subir les outrages de la défaite, ils préférèrent mourir en faisant sauter la poudrière dissimulée dans le monastère. Le mont Ida est le lieu légendaire qui a vu naître Zeus. Les citronniers et les oliviers faisaient déjà sans doute partie du décor, car leur culture est bien antérieure à notre ère. Le massif est fréquenté l'été par les bergers qui aiment poser devant leur koumoï, petite maison faite de pierres brutes qui sert d'habitation saisonnière. Sur le versant nord du mont, le village d'Anogia fut un foyer de résistance à la barbarie nazie. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les hommes qui n'avaient pas pu s'échapper furent exécutés par l'armée allemande en déroute et le village fut rasé. Aujourd'hui, les femmes entretiennent la mémoire collective à travers leurs ouvrages silencieux. En signe de deuil, celui d'une liberté souvent perdue, le noir domine dans le costume traditionnel crétois. Le filet noir noué en foulard autour du front est un signe de ralliement, comme celui que portait le révolutionnaire Bolanis. Sur la mosaïque du paysage rural crétois, il est aisé de lire les conditions dictées par la dénivellation du terrain. Alors que les vergers s'accommodent fort bien des sols pentus, les autres cultures se cantonnent au fond plat des vallées. Parmi tous les arbres fruitiers, l'olivier obtient la palme de la fécondité car il reste productif jusqu'à l'âge canonique de 150 ans. Au sommet d'une colline, le monastère Agia Irini a connu une histoire tragique. L'higoumène, la mère supérieure, raconte. C'était un monastère d'hommes. Ici, en 1821, les Turcs ont exécuté 33 moines. C'est le monastère du martyr de Sainte-Irène que nous habitons et que nous restaurons depuis 60 ans. Aujourd'hui, le monastère est exclusivement réservé aux femmes. Partout où il peut prendre de la vitesse, le vent se lève et s'engouffre entre les plateaux de la partie centrale. Qu'il souffle le frais de la mer Égée ou le chaud du Sahara, il est intercepté par de nombreuses éoliennes, source d'une énergie inépuisable. L'Union européenne, dont la Grèce fait partie depuis 1981, a financé plusieurs de ces installations. Les platanes restent verts en mémoire des amours de Zeus et d'Europe, réfugiés sur le site d'une des grandes cités de l'Antiquité, Gortyn. La ville devint même la capitale de l'île à l'époque romaine. Le nom de Gortyn est associé à de très anciens textes de loi rédigés par les anciens Grecs au VIe siècle avant Jésus-Christ et gravés sur un mur circulaire pour que chacun puisse les lire. Toutes les ruines qui subsistent sur le site appartiennent à l'époque romaine, période où la ville connut l'apogée de sa prospérité. C'est le cas des ruines de l'Odéon, un édifice consacré à la musique. Aujourd'hui, partout dans l'île,
le feu sacré qui anime les Crétois est alimenté par les traditions, le folklore et les légendes. Sur les rivages de Crète, la princesse Europe donna son nom à un continent. Europe signifiait jaillissement de l'aurore. En Crète, souvent, légende et réalité ne font qu'une.